Bienvenue et merci à toutes et à tous d'être avec nous ce matin à l'occasion de notre webinaire donc pensé et organisé par Alter Ego et Alternego. Je me présente, je suis Elisa Siba, journaliste et responsable éditoriale au sein du cabinet et je vais donc animer cette table ronde ce matin aux côtés de nos intervenants. Pendant 1h30, nous allons tenter de répondre à la problématique qui nous anime aujourd'hui, et pas seulement. Comment protéger les individus et les collectifs de travail en contexte de restructuration? Car, vous le savez, au-delà d'une procédure administrative, l'entreprise traverse tout un basculement quand elle rentre en restructuration, quand elle rentre en PSE. Mais on pense souvent à ceux qui partent, mais on pense moins à ceux qui restent, alors qu'en fait, c'est véritablement tout le monde qui se retrouve exposé à des risques humains profonds pendant cette période sensible. Donc dans ce contexte, le dispositif de prévention dont on va parler ce matin, qui est prévu au livre 4, ne peut pas être une simple formalité, mais représente bien l'opportunité pour l'employeur d'articuler à la fois le futur de l'organisation, les impacts de la restructuration, la prévention des risques psychosociaux, tout en assumant pleinement sa responsabilité, qui est donc d'accompagner le changement et les individus. Vous le verrez donc par vous-même ce matin auprès de nos intervenants, loin d'être une contrainte, c'est un véritable levier qui est essentiel au cœur de la transformation. Et nous allons donc réfléchir ensemble pour comprendre comment construire un dispositif de prévention ambitieux, porteur de sens, incarné sur le terrain, qui va nous permettre de penser la prévention comme un levier au cœur de la transformation et pas non plus comme un à côté. Mais nous allons également voir en quoi notre approche, donc, qui est préventive, centrée sur les aspects humains, libre de toute logique contradictoire, et ça, je laisserai Nicolas et nos intervenants préciser ces points tout au long de la table ronde, mais en quoi cette approche permet d'engager une transition réussie. Pour répondre à toutes ces questions qui sont ambitieuses et vous partager une vision incarnée de la prévention en contexte de restructuration, laissez-moi vous présenter les experts présents avec nous ce matin. Nous avons donc Sophie Berlioz, experte en stratégie sociale et de la prévention des risques humains en contexte de réorganisation chez Alternego. Simon Brossard, spécialiste de l'accompagnement humain des PSE engagés sur le terrain au sein du cabinet Alter Ego. Adeline Larvaron, avocate en droit social au sein du cabinet Lusis et experte des restructurations. Jean-François Mariotte, DRH Téléperformance France, actuellement engagé dans cette démarche d'accompagnement chez Téléperformance. Et enfin, Nicolas Magnan, cofondateur Alter Ego et directeur associé Alternego. Quelques dernières précisions avant de commencer. Nous allons avoir donc 1 heure ensemble pour échanger et je vais laisser la parole à Nicolas. Mais quelques dernières précisions pratiques. Nous allons donc avoir 1 heure de table ronde, puis 30 minutes pour répondre à vos questions si vous en avez. Questions que vous pouvez poser dans l'onglet Q&R si vous êtes familier de l'outil. Sinon, c'est dans la barre juste à côté de conversation. Le webinaire sera enregistré et un replay vous sera envoyé, ainsi que les slides illustrant les propos énoncés ici. Donc sentez-vous libre de ne pas forcément prendre de notes puisque nous vous enverrons de la matière dans un deuxième temps. Et maintenant, place à la réflexion. Nicolas, c'est à toi. Merci Élise. Bonjour à tous. Pour introduire cette table ronde, je voudrais poursuivre un petit peu ce que Élise a commencé à poser, pardon. À savoir que ces sujets de prévention, en fait, dans les contextes de restructuration, ils ont été longtemps, en fait, considérés comme une espèce de mal nécessaire qu'on faisait un peu à la fin, avant d'envoyer toute la documentation
à l'administration publique et c'était pas forcément vraiment pris au sérieux en fait. Il n'y avait pas forcément d'enjeu par rapport à ça. Alors la jurisprudence a fait évoluer progressivement ça et puis voilà, on est dans une situation aujourd'hui où les enjeux sont en train de monter. Et pour autant, les entreprises qui s'engagent dans des restructurations ont un petit peu encore tendance à essayer de contourner l'obstacle en se disant bon voilà c'est un mal nécessaire qui fait de plus en plus mal, mais ça reste quelque chose de vécu comme un peu défensif. Une restructuration, un plan social, un PDV, c'est souvent vécu comme un projet assez juridique, très organisationnel. On est en chambre pendant longtemps, on ne peut pas dire grand-chose aux personnes. Et finalement, on a un peu tendance parfois à confondre finalement ce qui est important, ce qui n'est pas important. Et notre propos ce matin, c'est peut-être de remettre une hiérarchie des normes un petit peu différente. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une entreprise avec des gens dedans et ces gens travaillent et que finalement, faire un plan social, c'est faire quelque chose qui doit permettre à des gens de continuer de travailler dans des conditions correctes. Et donc, comment on accompagne l'ensemble des personnes, comment on soutient l'ensemble des personnes, comment on évalue l'impact sur le travail du projet qu'on va mener. Ça doit devenir, en tout cas c'est l'invitation qu'on fait, ça doit devenir le sujet important et pas un sujet de conformité technique en disant tiens comment on arrive à passer entre les gouttes ou comment on arrive à ficeler quelque chose que la DREDS va nous valider et puis ouf, terminé, on s'en occupe plus et on passe à autre chose. On fait le pari en fait que c'est un très bel outil de prévention puisque dans le livre 4, on peut à la fois évaluer les impacts sur le travail, évaluer les impacts sur la charge de travail, donc faire de la prévention primaire des risques psychosociaux, c'est-à-dire essayer de limiter et d'éviter au maximum la survenue des risques en les traitant à la source. Et oui, c'est possible, même dans un contexte de restructuration. Le livre 4 permet de détailler les mesures de prévention secondaires, c'est-à-dire tout ce qui va faire qu'on équipe les personnes et le système pour que chacun puisse faire face au mieux à cette situation qui, de toute façon, reste structurellement assez difficile. Et puis, ça permet de faire de la prévention tertiaire, c'est-à-dire de soutenir les personnes qui, de toute façon, vont traverser un moment compliqué et donc vont avoir besoin d'être accompagnés. Alors, plus ou moins, certains en ont beaucoup besoin, d'autres pas du tout. Mais en tout cas, ça permet d'adresser l'ensemble des trois dimensions dans quelque chose qu'on invite à penser comme un projet. C'est-à-dire que l'entreprise fait des projets sur tout. Et bien là, un plan social, une restructuration, c'est aussi un projet de prévention. Comment on se projette dans le temps, comment on jalonne, comment on rythme ce soutien dans le temps, et pas uniquement comme un one-shot. On a fait quelque chose une fois, et puis hop, ça y est, on s'en occupe plus par ailleurs. Et le dernier élément pour poser aussi les termes du débat, on a parlé de cette notion voilà, d'autonomie, d'indépendance de l'approche qu'on promeut. Ces dernières années, il y a voilà, des acteurs qui sont très ensembliers, font de la transition professionnelle, les livres 2, les livres 1 et les livres 4. Il nous semble intéressant de conserver une forme d'autonomie de la réflexion sur la prévention, à la fois pour pas noyer tout dans tout, puisque quand on commence à embrasser tous les sujets en même temps, ben, on n'est peut-être plus forcément suffisamment en acuité sur la logique interne de chacun. Et puis, la logique de la prévention, elle a son autonomie de réflexion qui peut parfois entrer en contradiction avec les autres livres. Celui qui définit l'organisation cible, c'est déjà compliqué, et pas forcément celui qui est le mieux placé pour la mettre en débat et en critique du point de vue des risques qu'elle pourrait générer. Donc, il peut y avoir voilà, une forme de un peu de conflit d'intérêts, le terme serait peut-être un petit peu fort, mais en tout cas, on milite pour avoir un espace qui pense et qui anime la prévention, à la fois sous l'angle du droit et à la fois sous l'angle des impacts humains et des impacts sur le travail, pour en faire un sujet qu'on prend pleinement au sérieux et pas un sous-ensemble dans quelque chose qu'on essaye d'échapper et qui ne serait pas en haut de la pile des sujets importants à travailler dans un projet de ce type-là. Voilà un petit peu l'esprit dans lequel on va animer cette table ronde et je laisse Élise poursuivre les échanges avec les autres intervenants. Merci. Merci Nicolas. Très bien, donc pour démarrer et poursuivre ce que Nicolas vient de poser, je vais me tourner vers toi, Adeline. On parle donc de livre 4 qui prend de plus en plus de place aujourd'hui, alors qu'il n'existait pas il y a 5-10 ans. Comment est-ce que toi, qui es avocate en droit social, comment est-ce que toi, tu peux expliquer son évolution déjà du point de vue de la jurisprudence, mais aussi la place qu'il prend de plus en plus actuellement?
Alors effectivement, il faut déjà se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on parle d'un livre 4. Il y a encore 10 ans, on n'avait pas un formalisme aussi important, ni ce terme d'ailleurs. En réalité, aujourd'hui, la question de la prévention des RPS est devenue une des pierres angulaires, je dirais même la pierre angulaire de la validité de la conformité juridique d'un PSE. Il y a quelques années, il y avait un aspect santé-sécurité, mais qui était vraiment très annexe, comme le disait Nicolas avant l'évolution de la jurisprudence. C'était un petit bout du livre 2, la fin du livre 2 qu'on faisait vraiment de manière assez contrainte, voire une note très succincte destinée au CHSCT. Et puis en réalité, il y a eu une double impulsion. Il y a eu une impulsion au niveau juridique qui explique qu'aujourd'hui, on parle de ce document. Donc déjà, pour resituer, hein, peut-être si c'est pas clair pour tout le monde, pourquoi livre 1, livre 2, livre 4, ces appellations ne font référence qu'à des numérotations de sections dans le Code du travail. Donc effectivement, la dénomination de livre 4 vient du fait que dans cette partie, on traite d'une manière générale des obligations liées aux conditions de travail, à la santé et à la sécurité. Donc c'est une dénomination pratique qui est apparue il y a quelques années. Et donc effectivement, on a tout d'abord une impulsion du droit communautaire qui, de manière assez transverse dans les obligations de l'employeur, depuis quelques années, vient s'imposer et donner la primeur dans les obligations de l'employeur à la prévention des risques pour la santé. Donc ça concerne tous les domaines du droit du travail, encore récemment la durée du travail. Et donc effectivement, sur la base d'une directive assez ancienne, c'est vraiment l'esprit qu'on retrouve, primeur du droit communautaire, qui met en avant la priorité aux considérations de protection de la santé dans toutes les décisions de l'employeur et dans toutes ses obligations transverses en droit du travail. Donc les restructurations n'ont pas de raison d'y échapper. La deuxième évolution du cadre juridique qui explique pourquoi on en est là aujourd'hui et pourquoi concrètement on se retrouve avec ces obligations, c'est le relais de l'administration et du législateur et de la jurisprudence interne, en fait, avec effectivement de premières décisions qui sont arrivées au début des années 2000, enfin, ou plutôt autour de 2010, où on a vu des juges judiciaires suspendre des réorganisations parce que la question de la prévention des RPS et la santé des salariés n'était pas assez considérée, donc notamment l'arrêt SNECMA, donc c'était assez incongru. Et puis on a eu, pour ceux qui s'en souviennent, les fameux arrêts FNAC, en fait, qui sont importants, puisqu'en 2012, la Cour d'appel de Paris nous rend toute une série d'arrêts saisis par les CHSCT qui enjoignent à la FNAC de quantifier la charge de travail qui est reportée sur les salariés restants avant de poursuivre son projet. Donc c'était c'était assez innovant, assez nouveau, enfin assez inédit. Et en réalité, c'est ça surtout qui a marqué aujourd'hui le début de la méthode de travail que maintenant tous les employeurs se doivent d'appliquer de manière extrêmement rigoureuse, et les DRET se sont saisis de cette méthode. Et c'est cette méthode qui est effectivement affinée aujourd'hui, donc avec la distinction qu'évoquaient Élise et Nicolas, les personnes qui restent, effectivement, et les personnes qui sortent. Donc on a l'aspect prévention des risques, c'est ce que va vérifier le juge administratif qui contrôle aujourd'hui les PSE. Et l'aspect mesure de charge, c'est la première fois qu'on parle de quantifier la charge de travail qui reste du fait, ou qui ne reste pas, mais en tout cas, il faut la quantifier du fait des suppressions de postes. Donc c'est le prolongement du livre 2, effectivement, de ce point de vue-là, pour considérer, en fait, pour vérifier qu'il n'y a pas de surcharge, parce que la surcharge crée des risques psychosociaux, et à tout le moins, s'il y a une charge résiduelle, c'est l'engagement de l'employeur de pouvoir expliquer dans le livre 4 où elle va, cette charge. Et souvent, c'est très intéressant parce qu'effectivement, ça oblige à une certaine rigueur qu'on n'avait pas avant. Et donc, c'est vraiment transformer un peu cette contrainte aussi en une opportunité d'organisation, puisque ça oblige l'entreprise à aller jusqu'au bout de sa démarche et à s'interroger bien plus loin qu'elle ne l'aurait fait précédemment. Donc ça, c'est les arrêts FNAC. Et puis après, effectivement, pour achever sur l'évolution de l'environnement juridique, on a les ordonnances Macron qui viennent compléter l'article du Code du travail sur le contenu du PSE, en indiquant que désormais il y a un volet SSCT qui n'existait pas au préalable, donc ça c'est 2018. Et puis ensuite, sur cette base, on a la jurisprudence administrative qui va affiner progressivement sa méthode d'évaluation et qui va définir les contours des obligations de l'employeur dans le cadre d'un projet de restructuration incluant un PSE.
avec une méthode qui se construit et la possibilité de suspendre ou d'annuler un PSE qui ne prendrait pas suffisamment en compte ces aspects. Donc aujourd'hui, ce qu'ont compris les organisations syndicales depuis un certain temps, c'est effectivement le fait que si on veut faire annuler ou freiner un PSE, c'est une arme assez puissante, puisque quand bien même le PSE finalement est validé ou homologué par la DRET, c'est encore un délai de 2 mois qui permet de saisir le tribunal administratif qui, lui, peut annuler le PSE a posteriori, notamment à chaque fois qu'on a des contentieux sur ce sujet. Bien sûr, on a l'argument de l'insuffisance de prise en compte de la prévention des risques psychosociaux et de la charge de travail. Voilà, tout ça effectivement avec un contexte aussi où on a une loi santé au travail de 2021 qui vient affirmer le fait que la prise en compte des risques psychosociaux et la protection de la santé est fondamentale et transverse. Donc aujourd'hui, avec toute cette évolution et toute l'évolution de ce contexte normatif, c'est ce qui explique qu'on ne peut plus se passer effectivement d'un fameux livre 4 qui a, dans le cadre d'un PSE, qui vient compléter notre documentation un peu plus ancienne. Merci Adeline. On comprend donc en t'écoutant que voilà, le livre, par cette évolution que tu nous as expliqué, le livre 4 joue un rôle clé pour l'organisation. Pour autant, ça reste un outil, comme l'a expliqué Nicolas en introduction, qui peut être mal perçu par les employeurs. Sophie, tu es experte en stratégie sociale. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette vision, mais aussi les bénéfices que toi, tu y vois au regard de ton expérience? Oui, tout à fait. Alors, déjà, cette vision, peut-être, elle vient du fait que c'est relativement récent. Donc, on ne connaît pas l'ensemble des éléments qu'il faut définir dans le livre 4. Et un livre 4 qui intervient un peu en bout de course de la préparation amont, une préparation aussi dont il faut rappeler que pour les dirigeants, c'est une période qui est très stressante, qui est compressée aussi dans le temps. Et qui se fait dans la confidentialité, c'est-à-dire que le dirigeant va avoir sa journée de run et de traitement des dossiers habituels, et puis à côté de cela, et en confidentialité, co-construire un certain nombre de documents nécessaires pour la bonne mise en place du projet. Parmi ces documents, donc on a le livre 2, comme on le disait, qui va expliquer le pourquoi du projet, donc pourquoi est-ce qu'on fait ce projet, et puis l'ensemble des organisations cibles. Le livre 1 qui s'adresse à l'ensemble des personnes qui vont sortir de l'organisation. Et puis le livre 4 qui va là être focalisé sur comment est-ce qu'on fait avec toutes les personnes qui vont rester. Donc, en fait, ce livre 4, il intervient un peu en bout de course et il peut être perçu comme quelque chose en plus, alors qu'on a déjà rédigé un très gros morceau, le livre 2, et puis le livre 1. Qu'est-ce qu'il comprend donc Adeline et Nicolas le disaient, il va comprendre le plan de prévention transverse, c'est-à-dire qu'il va être adressé à l'ensemble des collaborateurs qui resteront dans l'organisation et pendant la période de transition. Il va comprendre également une analyse d'impact des risques psychosociaux sur chacun des périmètres impactés par le projet. Donc, on va aller regarder dans le livre 2 chaque périmètre impacté et puis faire des projections d'analyse d'impact socio-organisationnel. Et dès qu'on va identifier un risque, on va y adosser un plan d'action et de prévention, là, spécifique au périmètre impacté. Et puis, enfin, la partie peut-être la plus chronophage, c'est ce que disait Aline, les fameuses analyses de transfert de charge de travail, c'est-à-dire qu'on va aller regarder et découper en tâches et donc en quantifier l'ensemble des tâches réalisées sur chacun des postes qui sera impacté par le projet et puis justifier les transferts de cette charge de travail donc entendue quantitativement, c'est-à-dire qu'on va dire où est-ce qu'elle part cette charge. Elle se reporte pas nécessairement dans l'organisation cible, mais il faut être en capacité de justifier, de qualifier l'ensemble des mouvements de charge sur chacun des postes impactés.
Donc, effectivement, dans un contexte où les dirigeants ont déjà une double journée, là, nous, on va venir les challenger, en fait, sur tous ces transferts de charges-là, et ça peut être perçu comme une épine dans la chaussure supplémentaire. Mais ça vient aussi du fait que c'est un objet qui est relativement récent. Et donc, on n'est peut-être pas préparé, ou ma recommandation plutôt, ce serait de préparer et d'être intégré le plus en amont possible dans la rédaction des documents pour pouvoir sensibiliser et prévoir le temps suffisant et nécessaire pour réaliser ce travail qui est, euh, qui est assez pointilleux. Alors, et là, c'est le point aussi où on peut être, qui peut être l'objet d'une perception négative, mais aussi qui se transforme souvent en perception positive lorsqu'on réalise le travail complètement. C'est-à-dire que nous, on va venir challenger en fait le livre 2, notamment au travers de ces analyses de transfert de charges-là. Et en fait, cet exercice-là de co-construction de l'analyse des transferts de charges, ça permet vraiment à nos interlocuteurs de se projeter dans les modalités de mise en œuvre de l'organisation cible. C'est-à-dire de se rendre compte, en fait, et c'est pour ça qu'on parle de prévention primaire, de potentielles défaillances qui pourrait y avoir dans le schéma cible qui a été déterminé dans le livre 2, ce qui fait qu'il va pouvoir y avoir des allers-retours en fait entre l'analyse des transferts de charges et puis l'organisation cible telle qu'elle est définie dans le livre 2. Et c'est vraiment toute l'utilité du livre 4, je dirais, elle vient de cette projection que nous, on s'attache à générer avec nos interlocuteurs sur comment est-ce que on va adapter aussi potentiellement les modalités de mise en œuvre de l'organisation cible pour faire en sorte que les choses se passent du mieux possible pour les gens qui restent et aussi ne pas mettre en péril l'organisation et le business. Merci Sophie. Simon, toi qui es particulièrement engagé sur le terrain, est-ce que tu peux mettre en perspective ce que nous raconte aussi Sophie et nous partager les actions inscrites au livre 4 et comment est-ce que ces dernières sont mises en place sur le terrain? Oui, concrètement, je vais pouvoir rentrer dans le détail des actions, mais peut-être juste avant, je voudrais peut-être insister sur le fait que on conçoit nos interventions dès le livre 4 comme des dispositifs complets, ensembliers, dans une approche qui va être globale et systémique de la prévention des risques psychosociaux, et non pas comme un empilage d'actions disjointes. Pourquoi? Parce que c'est la garantie, cette logique-là, d'une bonne articulation, d'un bon maillage, d'une bonne cohérence aussi des actions entre elles, justement pour qu'il y ait cette logique de complémentarité, ce bon partage d'informations et puis le développement de la covigilance sur le terrain. Donc on va prendre en compte concrètement l'existant. Il y a un certain nombre d'actions, de dispositifs qui sont déjà à l'œuvre et qui fonctionnent bien et sur lesquels on peut s'appuyer. On va prendre en compte cet existant, mais on va aussi le compléter et puis le renforcer le temps du projet au regard des enjeux spécifiques de ce type de contexte. Donc voilà un petit peu pour un peu en chapeau pour donner à voir sur la manière dont on conçoit nos dispositifs. Maintenant, peut-être pour illustrer quelques grands types d'actions, sans forcément être dans une logique de tout dire, mais peut-être pour donner à voir quelques actions importantes d'accompagnement de l'ensemble des salariés qui peuvent du coup être impactés par cette réorganisation. On intervient déjà même avant l'annonce. On intervient en préparation de l'annonce. L'annonce étant, de notre point de vue, le premier geste de prévention. Une annonce qui va être réalisée avec soin, avec respect, avec authenticité, c'est déjà la garantie de ne pas ajouter du risque au risque. Et donc, on va avoir cette attention-là et on va déjà animer des temps qui peuvent être des temps individuels et ou collectifs avec le comité de direction, avec finalement les personnes qui sont dans la boucle finalement avant que l'information soit généralisée. Donc l'équipe de direction, l'équipe de projet, certains RH, certains managers. Et on va travailler avec eux
le processus d'annonce, le contenu des messages, les postures à adapter aussi pendant et après l'annonce. Et ça peut aller assez loin jusqu'à du travail sur des mises en situation, parce que c'est un premier moment qui est important, qui est sensible et qui donne aussi la tonalité du reste des actions qui seront mises en place par la suite. Et donc, on accompagne ce temps-là en amont. Il y a d'autres temps qui sont importants et sur lesquels on va s'appuyer un peu sur les mêmes modalités, d'autres temps forts du projet sur lesquels on pourrait être sur ces registres-là. Mais en tout cas, avant même l'annonce, c'est important de voir qu'il y a déjà des choses à faire pour préparer au mieux ce temps-là. Et puis l'annonce survient et un des dispositifs essentiels et indispensables qu'on met en place, c'est l'installation et l'animation d'un dispositif de soutien et d'accompagnement psychologique. Et j'insiste un petit peu sur les termes d'installation et d'animation, parce que des dispositifs de soutien psychologique peuvent exister en marche courante. Beaucoup d'entreprises sont munies de dispositifs de type 0800. Donc la logique, c'est bien de permettre à tout salarié qui en ressent le besoin de disposer d'un espace pour venir déposer sa situation, prendre du recul et identifier ses ressources pour faire face. Mais notre action, c'est de venir renforcer ce dispositif-là au regard des enjeux particuliers du contexte, avec des psychologues qui vont être dédiés au projet, qui connaissent le contexte, qui connaissent les métiers, qui connaissent l'organisation, qui connaissent les acteurs, qui connaissent les enjeux de la situation, et avec une installation physique, une incarnation de ce type de dispositif, à travers des présentations qui vont être faites auprès des salariés, et une manière de parler le dispositif de manière suffisamment simple, de le rendre accessible, de finalement normaliser la sollicitation de ce type de dispositif de soutien pour des publics qui sont parfois peu sensibles à la dimension psychologique. Donc il y a tout un enjeu d'installer physiquement et de rendre accessible ce genre de dispositif. Et une fois qu'il est installé, d'assurer un certain nombre de présences régulières sur les sites, là encore avec cette logique d'incarnation. C'est plus facile de solliciter si j'ai déjà un contact avec la personne que j'ai bien identifiée, que j'ai bien vu qu'elle avait 2 bras, 2 jambes et que finalement c'est normal dans un contexte comme celui-ci qui peut être source de perturbation, de venir solliciter quelqu'un qui n'est pas mon manager, qui n'est pas un collègue, qui est pas mon conjoint, et donc d'avoir cet espace-là. Cette pédagogie-là, elle est importante, et à travers les présences régulières sur site pour recevoir les personnes, c'est quelque chose qui va faciliter cette sollicitation. Et ce qu'on aime aussi mettre en place, et c'est pour ça que je parlais d'animation tout à l'heure, c'est aussi le fait d'être proactif. Nos intervenants, nos intervenantes vont au-devant des personnes et ne vont pas s'enfermer dans un bureau et attendre que des sollicitations viennent, mais vont aller au-devant des personnes, des fois lors d'échanges parfois informels à la machine à café avec certains salariés. Elles vont échanger avec certains acteurs de la prévention, toujours avec la vigilance sur les aspects de confidentialité, d'anonymat, mais en ayant cette idée de faire vivre la prévention à travers le maillage entre ces différents acteurs, en étant proactif, en allant sur le terrain pour prévenir, anticiper au mieux les situations. Donc ça, c'est une brique essentielle du dispositif lorsque l'annonce est faite. Une autre brique essentielle, c'est je crois que c'était Nicolas qui parlait tout à l'heure d'outiller les personnes. Je ne sais plus exactement la formulation que tu avais employée, mais il y a effectivement un enjeu de former les personnes. Et par les personnes, j'entends le CODIR, les managers, les RH, les élus, à la prévention des risques psychosociaux, mais aussi de voir comment est-ce qu'on peut atteindre, dans cette logique aussi de covigilance, l'ensemble des salariés. Donc on met en place un certain nombre d'actions de formation à la prévention des risques psychosociaux. Certains sont formés, mais l'enjeu, c'est de bien les former à l'endroit d'un contexte particulier de PSE, avec des impacts particuliers, des points d'attention particuliers sur lesquels on va insister, avec aussi la particularité qu'on a commencé à évoquer, qu'il y a des personnes qui sont potentiellement impactées très directement, et donc que cette formation-là, elle sert bien sûr ces acteurs, CODIR, managers, RH élus, en tant que préventeurs, mais aussi en tant qu'individus. Et pour éviter l'effet one-shot, on se dit qu'on a formé et puis derrière, c'est bon, les personnes sont outillées dans la durée.
On se rend compte que c'est illusoire et on met en place des temps pour faire infuser ces pratiques de prévention dans la durée à travers des temps d'analyse de situation, d'analyse de pratique, pardon, de supervision, pour permettre à certains moments de lever un peu la tête du guidon, de prendre conscience de situation et de partager pour voir comment est-ce que les accompagner au mieux. Sur le versant des salariés, c'est pas toujours possible de sensibiliser autant qu'on voudrait tous les salariés de l'entreprise sur ces sujets-là. C'est aussi des volumes importants. Mais sur Téléperformance, Jean-François pourra en témoigner. On a pu mettre en place, et on peut mettre en place dans d'autres contextes, des webinaires de sensibilisation parce que c'est un sujet qui est nécessaire de partager plus largement et que cette sensibilité et cette sensibilisation au sujet, ce soit quelque chose qui puisse être, ne pas reposer en tout cas que sur les managers, que sur le codir, mais que chacun puisse avoir un rôle là-dessus. Je passerai peut-être un petit peu plus rapidement sur des actions aussi qui vont permettre des remontées du terrain, mais auxquelles vous êtes familiers. Ça va être des baromètres longitudinaux. Donc, on va mettre en place des coups de sonde, quanti ou quali, pour avoir des remontées du terrain et puis permettre d'objectiver et adapter. Donc, objectiver bien sûr les perceptions du projet, les perceptions de la situation, le vécu des personnes, et puis adapter les bonnes mesures d'information, les bonnes mesures de communication, les bonnes mesures d'accompagnement, de soutien. Et puis créer aussi un dialogue avec les élus à certains moments où ça peut être en forte opposition parce que négociation. À cet endroit-là, ça permet aussi d'éviter le côté, les élus noircissent le tableau, la direction se voile la face. Donc on objective un certain nombre de choses pour permettre aussi un dialogue un peu plus serein pour accompagner au mieux ces situations-là et les prévenir. Tout à l'heure, on parlait des personnes qui restent et effectivement, c'est très important que dans le cadre des dispositifs qu'on met en place, on accompagne et on ait cette vigilance-là sur les salariés qui restent parce que assez spontanément, on va avoir, les entreprises vont avoir cette attention à accompagner les personnes qui perdent leur emploi comme si c'était effectivement le seul critère qui pouvait faire qu'une personne ne va pas bien dans sa situation. Et or, on se rend compte qu'effectivement, ça peut être très compliqué aussi pour ceux qui restent. Il y a des personnes qui peuvent être frustrées aussi hein, de ne pas pouvoir profiter quelque part des conditions d'un plan et des personnes qui peuvent voilà, ne plus fonctionner, ne plus être amenées à travailler avec des personnes avec qui elles s'entendaient bien. Ça peut être source de perturbation. Et puis, on l'a dit aussi tout à l'heure quand on parlait des transferts de charges, on peut aussi avoir des personnes qui se disent, OK, c'est bien joli tout ça, je me retrouve avec des collègues en moins pour faire une activité, est-ce que je vais réussir à la faire et quelle essence je vais avoir dans le moteur pour me réengager. Avec cet enjeu-là, souvent qu'on rencontre auprès des entreprises, qui est de dire, bon ben voilà, maintenant on aimerait bien tourner la page et comment est-ce qu'on réengage les personnes? Comment est-ce qu'on fait en sorte que le passé soit, que la page soit tournée et qu'on puisse se réengager? Donc, on va avoir un certain nombre d'actions spécifiques pour ne pas se centrer uniquement sur les personnes qui perdent leur emploi, mais aussi avoir cette action de soutien et d'accompagnement des personnes, des managers aussi qui sont tenus voilà, à la fois à soutenir, accompagner, continuer à faire en sorte que la production soit là, réengagée, et puis qui peuvent être eux-mêmes en difficulté. Donc, on les accompagne, on les soutient et on met en place des ateliers de facilitation à l'émergence d'une nouvelle dynamique collective post-réorganisation. Donc ça, c'est plutôt avant la bascule en go live, entre guillemets. Mais un élément que je trouve intéressant à partager avec vous, c'est aussi le fait qu'il y a une dimension d'exemplarité de l'entreprise et que quelque part, le coup de baguette magique qui consisterait à dire, bon, bah, maintenant, il faudrait que les personnes soient réengagées, mais en fait, ça se fait aussi au regard de la manière dont l'entreprise a accompagné tout le monde avec, avec cette intention, avec ces actions qui ont pu être mises en place. Donc, quelque part, un des leviers de remobilisation et d'engagement, c'est aussi l'exemplarité de l'entreprise qui est jugée finalement par les restants sur la manière dont la situation elle a été accompagnée. Donc ça va aussi dans le sens voilà, d'un accompagnement qui doit concerner tout le monde
à ce niveau-là. Et puis, je parlais au tout début, et je terminerai là-dessus, sur cette logique de dispositif ensemblier pour une approche globale. C'est bien pour que ces actions-là soient articulées, soient cohérentes entre elles, pour permettre des remontées du terrain et adapter les bonnes mesures de prévention. Donc, on est en posture de conseil auprès de la direction, de pilotage et d'animation de la prévention des risques psychosociaux à travers la participation, enfin la mise en place et la participation de comités de pilotage, comités de veille, cellules de veille pour partager ces remontées. On participe aussi aux instances et puis on est en échange régulier avec la direction, avec l'équipe projet, à partir de toute la matière qui ressort de ces différentes actions pour permettre de piloter au mieux la prévention des risques psychosociaux à partir du réel du terrain. Merci Simon. Et dans cette configuration, Sophie, est-ce que tu peux nous expliquer comment le livre 4 s'articule sur la durée? Alors, oui, effectivement, comme on se le disait tout à l'heure, le livre 4 et la conception du livre 4, ça marque un moment, et le premier moment, qui se fait en amont de l'information consultation. Une fois que l'information consultation est annoncée, le livre 4, il n'a pas vocation à être figé, en fait, mais il a vocation aussi à potentiellement évoluer pendant ce temps de l'information consultation, puisque, en fait, on prévoit un certain nombre de choses dans sa conception, un plan de prévention transverse, des plans de prévention spécifiques, mais on va bénéficier d'un certain nombre d'informations durant toute l'information en consultation. Simon en parlait, il va y avoir des remontées du terrain, il va y avoir aussi très fréquemment un expert qui va intervenir auprès du CHSCT, du CSE, plus le CHSCT, mais c'est une vieille habitude. Et en fait, tout cela, ça va permettre de recueillir de la matière et potentiellement de faire évoluer certains plans de prévention qui étaient initialement prévus. Alors, l'idée, c'est pas que ça évolue considérablement, mais c'est bien d'avoir à l'esprit que c'est un objet qui a vocation à vivre et à être alimenté de l'ensemble des informations qui ont trait à la prévention et ou à l'organisation, parce qu'il y a des choses qui peuvent évoluer aussi en matière d'organisation cible pendant l'information consultation, de manière à ce que, à la fin de l'information consultation, le document définitif du livre 4, enrichi par toutes ces données, puisse être envoyé à la DRITS et à côté de ce document-là aussi, l'accomplissement, si je puis dire, de l'ensemble du processus de prévention de la période de transition sera compris dans l'actualisation sur le volet RPS du DERP et la construction du PAPREPAC qui sera le plan de prévention que la direction s'engagera à mener post information, consultation. Merci Sophie. Adeline, je me tourne à nouveau vers toi pour faire suite à ce que donc Sophie et Simon ont énoncé. On a vu l'intérêt d'allier nos expertises en soutien psy, en analyse organisationnelle, mais à cette approche s'ajoute aussi votre expertise juridique. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a fait qu'au sein du cabinet de l'USIS, vous avez choisi d'être partenaire et peut-être aussi en quoi notre spécificité vient renforcer votre rôle à vous? Alors effectivement, dans le contexte qui a été rappelé, c'est vraiment, on a vraiment une convergence entre l'expertise juridique et l'expertise psychologique qui vient aujourd'hui constituer une clé de succès d'un PSE dans l'évolution de l'environnement qu'on a vu. Et nous, ce qu'on a pu observer sur effectivement les projets qu'on a menés ensemble, c'est que l'administration du travail, donc les DRETS, qui regardent avec acuité le projet de plan et l'ensemble des éléments que l'on remet aux partenaires sociaux, puis
la conduite de la procédure d'infoconsul, de la négociation, qui passe vraiment au scan toutes les mesures que l'entreprise prévoit. En fait, les DREDS vont être vigilantes vraiment à trois grandes particularités et trois éléments qui justifient vraiment l'intervention d'un cabinet à part entière sur la prévention des risques et la prévention des RPS. Donc c'est déjà effectivement l'idée de l'approche terrain. Aujourd'hui, quand on va voir un inspecteur du travail chargé de les cellules de restructuration, c'est ceux qui sont en charge de suivre l'entreprise au cours d'une démarche de PSE, on ne peut pas se contenter de mesures théoriques et d'écrire un livre 4 et de ne pas faire la preuve et la démonstration du déploiement effectif. Donc effectivement, l'approche terrain, tout ce que Simon a décrit, les entretiens, les tours d'usine, tous les rendez-vous, les rencontres avec toute la pyramide des collaborateurs concernés, les formations managers. Je ne vais pas tout reprendre, tout ça, toute cette approche terrain, aujourd'hui, c'est une réalité juridique, c'est que si on ne fait pas ça, on va avoir une administration du travail qui va bloquer la délivrance de l'homologation ou de la validation. Et pas que l'administration du travail, là, nous vous indiquer qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des experts, donc on voit quasiment plus de PSE se conduire sans un expert SSCT, il y a l'expert comptable, puis il y a l'expert SSCT. Aujourd'hui, les cabinets d'expertise proposent des packages. Donc effectivement, dans la démarche de PSE, il faut convaincre l'administration du travail, l'expert et les représentants du personnel, CSE et organisations syndicales. Donc c'est cette approche terrain qui est aujourd'hui incontournable, et sur le volet prévention, cellules d'écoute, etc. Mais effectivement, il ne suffit pas d'avoir un 0,8, il faut vraiment faire la démonstration d'une forme de proximité avec le collectif des salariés, qui est en plus formalisé pour démontrer à l'administration du travail qu'on fait ce qu'il faut, et à l'expert et effectivement représentant du personnel. Et dans le dernier PSE qu'on a mené, on a eu 0 remarques finalement et de l'expert et de la CFDT qui étaient concernés, ni même de l'administration, parce que vous aviez pris en main ce sujet vraiment à la base et à la racine. Et ce qui est très important, c'est que cette approche terrain, en fait, elle permet de remonter des difficultés et de les traiter le plus tôt possible, de cautériser le sujet et vraiment d'être dans notre rôle de ce qu'on attend aujourd'hui d'un employeur contemporain, c'est de prévenir, de faire de la prévention et d'assumer effectivement le fait que le projet de PSE, le PSE, c'est un projet qui engendre des RPS, mais on l'assume, on n'a pas peur de le dire et on prend les dispositions vraiment à bras le corps dès le début. Et effectivement, cette remontée d'informations qu'on avait faite et qui était formalisée, remontée en CSSCT, information de l'adresse, finalement, on a identifié les problématiques, vous avez apporté une solution, on a quantifié et apporté une solution, donc c'est identifié, quantifié et traité, et c'est exactement ce qu'on demande encore. Donc ça, c'est vraiment l'approche terrain, que ce soit sur la prévention des RPS ou l'analyse extrêmement rigoureuse des transferts de charges, qui est un travail de fourmi, extrêmement laborieux, mais qui est challengé en fait. C'est-à-dire que si on ne le fait pas pour chaque poste qui disparaît, si on n'est pas capable d'identifier concrètement une unité de mesure et où va cette charge telle qu'on la quantifie, en fait, on se fait rattraper par la patrouille. Avec le risque, comme j'expliquais, d'avoir en plus un rattrapage en différé, ce qui est encore pire, puisque l'annulation de l'homologation par le tribunal, c'est ce qu'il y a de plus pénible. Alors ça, c'est le premier point, l'approche terrain, concrètement. Le deuxième point, c'est effectivement la présence sur toute la procédure de A à Z, en amont et en aval. C'est effectivement l'intervention du cabinet, des cabinets finalement d'experts et juridiques et sur l'aspect RPS, dès avant pour amorcer la réflexion sur la stratégie sociale et la stratégie de prévention de RPS, qui peut parfois être divergente de la stratégie de pure organisation, parce qu'en fait, ce sont des prismes différents. Donc, il faut intervenir en amont. On reconsidère parfois une partie du projet au regard de ces réflexions en amont. Donc, toute cette phase de préparation, la co-rédaction du livre 4, parce qu'il faut l'écrire, mais ça ne suffit pas de l'écrire. Ensuite, il faut pouvoir l'expliquer, la restituer aux organisations syndicales, donc il faut se l'être pleinement approprié. Et ensuite, effectivement, le déploiement pendant la phase d'infoconsulte et post-homologation, pendant toute la phase de reclassement interne, de départ volontaire éventuel, de licenciement, de reclassement externe. Donc, en fait, je dirais que cette deuxième caractéristique qui est d'être présent
vraiment en amont, l'amont de l'amont et l'aval de l'aval, c'est aussi une considération et une clé du succès du projet, pas sur le plan juridique, mais aussi sur le plan humain. Et puis, effectivement, le troisième point important, c'est vrai que Simon parlait d'exemplarité. Pour l'employeur qui se présente au représentant du personnel, à l'administration du travail et qui parle à l'expert, dire moi, je prends vraiment le sujet de la santé et de la sécurité très au sérieux. On a un cabinet spécialisé dédié à ce cabinet, enfin à ce sujet-là, qui se penche sur les problématiques. Ils font que ça, c'est leur cœur de métier. On a des psychologues à disposition. C'est vrai que ça donne une forme de crédit et en tout cas, ça rassure les organisations syndicales et tous nos interlocuteurs. C'est pas seulement une question d'assurance et de réassurance, c'est que ça montre le sérieux qu'on apporte au sujet. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est une clé de réussite juridique. Donc, c'est un peu les 3 points, je dirais, l'approche terrain, la présence transverse sur le projet et l'ultra spécialisation qui rejoignent les exigences juridiques auxquelles on doit faire face aujourd'hui. Donc tu dirais que c'est vraiment cette neutralité qui nous permet d'aller aussi loin dans ces dispositifs? Ça, c'est certain, effectivement. Quand on n'est pas impliqué dans le livre 2, on n'a pas du tout, comme le disait Nicolas, on a un œil neuf et extérieur et on considère le projet au travers d'un prisme neuf, en fait. Donc ça, c'est aussi un argument, c'est complètement un argument juridique et judiciaire qu'on peut mettre en avant. Super, merci Adeline. Jean-François, enfin, je me tourne vers toi. Tu es DRH de Téléperformance France, mais aussi un acteur terrain complètement ancré dans l'expérience qu'on vient de décrire au sein de Téléperformance, qui traverse actuellement une restructuration importante. Que peux-tu nous partager en rebond de tout ce qui a été dit? Alors, oui, c'est vrai que beaucoup de choses ont été dites. Moi, la première chose que je souhaiterais dire probablement, c'est pourquoi dans notre logique de choix, on s'est tourné plutôt vers un cabinet très spécialiste plutôt que sur un grand ensemble. Alors, au-delà de ma conviction personnelle, qui n'a pas grand-chose à voir dans ce webinaire, il y a 4 points qui sont pour moi très importants. Certains ont déjà été abordés. Vous avez l'enjeu légal et l'enjeu technique. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, on le disait en début de réunion, ces questions de livre 4, d'enjeux RPS, de transfert de charge, ça a 5-10 ans. Un DRH ou une équipe RH, même spécialisée dans des PSE ou des plans de départ volontaires, vous n'en faites pas tous les ans. Et donc, vous avez de nombreux acteurs du marché pour qui c'est une première, en fait, souvent. C'est-à-dire que pour tous ceux qui ont fait des PSE dans les 5 dernières années, c'est la première fois qu'ils étaient confrontés à ces contraintes-là. Et Nicolas parlait tout à l'heure de mal nécessaire. Croyez-moi, c'est bien perçu comme ça et comme une contrainte énorme. Et comme une contrainte énorme, pourquoi? Parce qu'on ne la maîtrise pas. Aujourd'hui, vous avez des évolutions jurisprudentielles ou légales assez régulières sur ces questions de PSE. Mais ça, c'est quand même un énorme bloc qui a été rajouté. Et donc, la nécessité de travailler avec un acteur très spécialisé. Et pour ces 2 raisons-là, c'est une évidence forte. Les deux raisons suivantes, c'est que quand vous faites du livre 4, vous avez donc ce fameux transfert de charge qui est un travail colossal. Et donc, vous devez travailler avec des personnes, avec Alternego, qui s'impliquent complètement, en fait, dans l'organisation de l'entreprise pour bien la comprendre. De mon expérience, de ma petite expérience, quand vous vous adressez à un grand ensemblier, en fait, ils viennent poser des matrices chez vous, en fait. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont assez récurrentes. Ils vous posent des cadres qui fonctionnent habituellement et qui fonctionnent de façon générale. Mais l'approche métier, l'approche très contrainte métier sur le terrain est souvent laissée de côté. Et ça, c'est une grande force, en fait, de travailler avec quelqu'un de spécialiste. Et 4e point, et c'est ce que vient de dire Adeline, quand vous lancez un projet de restructuration, un des premiers rendez-vous que vous faites, c'est à la DRITS. Donc vous allez vous présenter à la DRITS et vous expliquer ce que vous avez mené, etc. Moi, une des questions qui m'a été posée à la DRITS, et c'est la première fois que ça m'a été posé, c'est est-ce que vous êtes accompagné d'un cabinet spécialisé sur le livre 4 ? Et ce qu'a dit Adeline est tout à fait vrai. C'est extrêmement rassurant pour l'administration de savoir que vous êtes accompagné, que ce soit sur les RPS ou sur le transfert de charge. Alors, ça ne veut pas dire que votre homologation est gagnée, mais c'est un point qui est très important. C'est un point qui est très important pour eux.
Ensuite, moi, ce que je peux vous raconter, c'est peut-être les logiques de déploiement ensuite, comment ça s'est inscrit dans l'action de l'entreprise. Alors, mener un PSE, bizarrement, même sur avec beaucoup d'effectifs, ça reste un acte assez solitaire, puisque à un moment, vous êtes devant vos élus à négocier votre livre 1, désormais aussi votre livre 4, et même si vous êtes entouré d'équipes, à un moment, bon, c'est vous qui y allez, en fait, et il faut réussir à faire avancer le dossier. Traditionnellement, on travaille avec nos avocats. L'avocat, c'est quelque part le meilleur ami du DRH dans un contexte de plan social, parce que c'est un apport technique énorme et ça le rassure. Alternego est venu en fait, finalement, beaucoup plus comme un membre de l'équipe que comme un partenaire extérieur. Pourquoi? Parce que toutes les réunions ont été menées en interne avec eux. C'est Alternego qui a mené les formations en fait de prévention RPS, que ce soit pour les élus, que ce soit pour les managers, que ce soit pour les collaborateurs. C'est Alternego qui était avec moi devant la CGT, la CFDT, Sud, etc., pour négocier ce livre 4. Et donc, il y a eu cette implication pleine et entière sur le déploiement qui a fait qu'on a fini par former une équipe appartenant à peut-être 2 entreprises différentes, mais c'est probablement ça aussi qui a été gagnant. Et le dernier point, moi, sur lequel je voudrais insister, c'est que il y a cet aspect livre 4, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. Il y a un petit point qu'il ne faut pas oublier, Adeline l'a abordé, c'est la présence en parallèle d'un dispositif de psychologue sur site. Nous, on est multi-sites en fait chez Téléperformance, on a une quinzaine de sites. Et comme toute belle entreprise, on était doté de nos systèmes d'assistanat social et notre hotline, notre 0800 sur les RPS, etc., etc. On a pris le choix d'installer sur site des psychologues et ça a été une action extrêmement gagnante en fait, dans le fait que les salariés soient rassurés. Le dernier point donc, et ça c'est un point qui est à la limite un point de découverte pour moi, c'est qu'en effet, non pas jusqu'à maintenant, mais jusqu'à récemment, un PSE, ça se conduit en pensant uniquement à ceux qui partent. Ceux qui restent, c'est pas le sujet, voire même, la plupart du temps, vous les considérez comme les chanceux, en fait. Vous avez réussi à pas partir, donc estimez-vous heureux, il n'y a pas d'action sur vous. Il est clair qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui des entreprises, en tout cas de celles que je représente, sur l'après et sur cette logique de transfert des charges qui est extrêmement importante. Alors extrêmement importante pour les salariés, mais elle est aussi finalement, dans l'action qu'on a menée, elle a été extrêmement importante pour nous. Pourquoi? Parce que le transfert des charges, déjà, dans un premier temps, vous le faites sur la base des descriptions de poste, le référentiel que vous avez dans l'entreprise. Et puis, vous découvrez que, comme dans toutes les entreprises, le référentiel, il ne veut pas dire grand-chose, puisque la nature ayant horreur du vide, vous avez tel middle manager à un moment qui, lui, fait ça en plus, l'autre qui fait ça en moins. Et donc, cette analyse de transfert de charges confrontée à la réalité du terrain, elle a été très importante pour nous, aussi, justement, pour se projeter sur l'avenir de l'organisation. Et ça, c'est un point réellement nouveau. On va le voir sur le PapriPact, bien entendu, mais aussi sur le transfert de charges. C'est-à-dire que les transferts de charges qu'on a menés, nous ont fait dire en cours de projet, ouais, attention, là, on a une vraie zone d'attention. Souvent sur des fonctions type services généraux ou IT, où vous vous dites, vous avez paramétré une organisation, mais peut-être que là, il faut adapter un petit peu parce que ça ne passera pas aussi facilement qu'on le pensait. Et ce transfert de charge, cette analyse-là, elle a été importante pour ça. Et surtout, on a fait du livre 4, et là on sort du PSE complètement en fait, on a fait du livre 4 une force pour notre politique hygiène et sécurité future. C'est-à-dire qu'on est parti de notre livre 4 pour rebâtir complètement notre politique hygiène et sécurité. Et on a un PapriPact aujourd'hui qu'on était obligé légalement de sortir dans le cadre du PSE, mais on a un livre 4 qui nous a servi réellement de levier pour construire en fait notre PapriPact et des actions qui ne sont pas que liées en fait au PSE lui-même. Mais on a posé en fait à cette occasion assez négative pour une entreprise les bases d'une politique positive pour l'avenir en fait. Et ça c'est un des points où on sort un petit peu finalement de cette logique PSE, mais qui est très importante aussi dans la conduite de cette analyse-là. Voilà, Élise. Merci Jean-François pour ce témoignage très complet et assez puissant
Nicolas, je te laisse le mot de la fin pour conclure nos échanges. Merci Elise. En fait, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Jean-François, parce qu'en fait, dans la préparation finalement de ce matin, ce qui nous semblait extrêmement important, c'est de dire faisons de la prévention en vrai. Parce qu'en fait, tous ces dispositifs, ils peuvent avoir un côté un peu formaliste. On fait des trucs, on coche des cases, on a des lignes d'écoute, on a tout fait bien les documents, etc. Mais voilà, soyons un peu provocateurs. Bien souvent, tout le monde s'en fout. Et là, en fait, non. C'est-à-dire que là, on s'en fout pas. Personne s'en fout. Et quand Adeline rappelait tout à l'heure qu'il y a une attention à savoir est-ce que tu es accompagné par des acteurs de terrain, c'est-à-dire des acteurs de terrain, ça veut dire des gens qui vont voir des vrais gens, parce que c'est leur vraie vie, parce qu'ils vont être vraiment impactés. Je crois que la différence, elle est à cet endroit-là, en fait. C'est pas forcément les méthodes qui changent, c'est l'intention qui peut changer, c'est la manière de faire, c'est le comment on fait, c'est le qu'est-ce qu'on a envie d'atteindre aussi comme résultat. Et j'ai envie de dire que là, tout ce matin, ce qu'on a montré, c'est qu'on a envie de faire ça en vrai. Voilà. Et le fait que Jean-François présente une inscription en plus dans la durée, c'est-à-dire au-delà du PSE, je trouve que c'est la plus belle des conclusions. C'est-à-dire que non seulement c'est en vrai, mais en plus c'est durable. C'est quelque chose qui permet d'aller au-delà d'un temps de restructuration, c'est-à-dire d'un moment qui est fermé, une parenthèse qui pourrait se refermer, et puis derrière, on pourrait se dire la vie continue comme avant. Et bien là, la vie continue pas comme avant, puisque ça enclenche à partir d'un projet qui pourrait être considéré comme négatif, difficile, destructeur, ça enclenche une dynamique positive. Donc quand on présentait, au début, Élise, tu disais ça peut être une forme de levier. Parfois, c'est un peu des mots quand on dit ça. Oui, faites d'une restructuration un levier de positivité performante, blablabla, blablabla. En fait, si. Là aussi, c'est en vrai, c'est-à-dire que ça peut être aussi l'occasion de travailler quelque chose de constructif et de positif pour l'entreprise, au-delà d'un moment douloureux et d'un moment qui pourrait n'être qu'un temps organisationnel contraint. Ça peut devenir quelque chose de plus ambitieux et de plus positif que ça. Voilà, donc c'est sur cette note finalement assez optimiste voilà, de ce qu'on peut faire de ces contextes-là. Et c'est ça qu'on souhaitait peut-être plus intimement partager ce matin, au-delà des méthodologies concrètes. C'est voilà, qu'est-ce qui nous anime, nous, en tant qu'intervenants, dans l'intention qu'on a de faire tout ça. Merci Nicolas. Merci à tous pour ces échanges passionnants et pour cette réflexion donc, qui place comme tout ce qui a été dit, qui place la prévention des risques psychosociaux et le livre 4 qui prévoit ce dispositif comme un vrai levier de transformation dans un contexte de restructuration pour, comme l'a dit Jean-François, penser l'après et véritablement protéger les individus et les collectifs. Donc merci à vous aussi à tous à distance pour votre écoute et pour votre intérêt. On espère que cette table ronde vous a intéressé. Peut-être a-t-elle suscité des interrogations. On vous laisse prendre le temps de digérer tout ce qui a été dit, de prendre le temps. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet Q&R de la discussion. Première question de Catherine. Existe-t-il des exemples publics concrets d'évaluation de la charge de travail? Je peux y aller? Vas-y, Peut-être. Adeline. C'est Sophie. Donc, c'est assez récent. Donc, cette demande, comme le disait aussi Adeline tout à l'heure, suite à la jurisprudence FNAC. Et donc, au début, les personnes étaient assez démunies en se disant, mais comment est-ce que je vais faire ces analyses quantitatives de charge de travail? Donc, nous, on a développé une méthode qu'on va pouvoir aussi adapter en fonction des contraintes de la préparation. À ma connaissance, mais Adeline, peut-être que tu me contrediras, mais il n'y a pas d'analyse de transfert de charges qui soit publique et canonique, si je puis dire, et qui va tenir compte de l'organisation telle qu'elle existe aujourd'hui et de la manière dont la charge de travail se réalise dans l'organisation et se réalisera dans l'organisation cible.
Il y a de plus en plus de littérature sur la charge de travail, notamment l'ANACT et l'INRS, qui développent des référentiels et des bonnes pratiques ou des bons réflexes à avoir lorsqu'on évalue la charge de travail. Mais c'est plus centré sur l'évaluation et non pas sur l'analyse des transferts quantitatifs. Donc, à ma connaissance, non, il n'en existe pas. Alors voilà, en complément de ce que dit Sophie, effectivement, il n'y a pas de mode d'emploi, ce serait trop simple. Donc il y a effectivement des référentiels généraux sur le plan sociologique et psychologique que Sophie vient de rappeler, mais on a aussi, heureusement pour ceux qui continuent et peut-être malheureusement pour ceux qui ont été concernés, mais on a plusieurs arrêts de cours administratifs d'appel. Donc, lorsque les homologations ou validations des PSE sont contestées, il y a des décisions des tribunaux administratifs et ensuite des cours administratifs d'appel et ensuite du Conseil d'État. Et au cabinet, on a commencé à répertorier, à faire un benchmark assez précis de toutes ces décisions de CAA qui détaillent concrètement quel type de démarche en matière de L4 est suffisante ou est insuffisante pour valider le plan, en fait. Donc, c'est vrai que le travail, quelque part, si on veut se dire qu'est-ce qui est recevable et qu'est-ce qui est insuffisant, en fait, c'est l'analyse et la synthèse, l'étude de tous ces arrêts de cours administratifs d'appel ou tribunaux administratifs que l'on référence nous et qu'on suit très près, qui viennent nous donner une grille de lecture. Voilà. En complément des grilles générales ANACT, INRS, etc. Après, chaque DRED a sa petite idée du sujet. Après, c'est vrai que nous, dès que c'est possible et qu'on a suffisamment de temps, on est vraiment, et ça, Jean-François pourra en témoigner, sur une analyse et un grain très fin, en fait, au poste par poste, de chacun des mouvements, et ceci même sur des postes qui sont vacants dans votre organisation, puisque c'est un attendu de la DREDS. Et même au-delà de ça, c'est du poste par poste, et quand vous êtes en multisite, sur un même poste, mais sur différents sites, l'analyse peut être différente, en fait. Alors, je ne sais pas trop si c'est une question. Peut-être Patrick Namot cherche-t-il une ressource ou un lien vers une description des analyses de transfert de charge de travail? Il n'y a pas de centralisation par une autorité quelconque, en fait. Il faut qu'un juriste ait une base de données qui analyse les décisions de CA. Ok, merci Adeline. On a une question d'Aziz Aram. L'évaluation de la charge de travail doit se faire en amont de l'annonce de la réorganisation. Comment faire ce travail sans mettre la puce à l'oreille des salariés? C'est une très très bonne question, et c'est toute la complexité de l'exercice, de la conception de ce livre 4 qui se fait dans son moment inaugural en confidentialité et en chambre, puisque d'associer les salariés, ce serait tout à fait contre-productif d'un point de vue de la prévention des risques psychosociaux, puisque le projet est en train d'être conçu, et d'autre part, tout à fait non conforme, puisqu'il y aurait un délit d'entrave, puisque c'est les IRP qui ont la primeur de cette information. Alors, on est sur un transfert de charge quantitatif, c'est-à-dire qu'on doit faire des pesées de postes avec un découpage de chacune des tâches en termes de pourcentage de TP alloués à chacune des tâches. Bon, ça fait un peu jargonnant quand je parle comme ça, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, on accompagne évidemment dans le transfert de la méthodologie. Il ne s'agit pas d'une évaluation sur la charge de travail dans son volet émotionnel, la charge émotionnelle ou la charge mentale. Ces aspects, ça ne veut pas dire qu'on ne s'y intéresse pas, mais on les traite dans l'analyse d'impact RPS, comme des facteurs de risque psychosociaux. Donc, on est nécessairement dans un schéma, et là, c'est pareil, je te laisserai compléter, Jean-François, mais dans un schéma un peu abstrait, puisque on a une vue, on doit avoir un grain assez fin, mais on a une vue assez globale, puisque on ne peut pas associer, et ça c'est le processus et la procédure qui nous l'impose, on ne peut pas associer des salariés ou managers qui ne connaîtraient pas la nature du projet. En revanche,
ce qu'il est possible de faire, c'est de proposer des analyses complémentaires. Je le disais tout à l'heure, le livre 4, il n'est pas figé. Il peut aussi avoir vocation à, à continuer à vivre pendant l'information-consultation, qui viendrait compléter une vue partielle si jamais on n'avait pas les informations requises. Jean-François, tu veux compléter peut-être Non, tu Non. as à peu près tout dit. La confidentialité, c'est un enjeu très important, bien sûr, pour éviter ce fameux délit d'entrave. Donc, quand vous commencez un travail sur un PSE, vous avez par définition très peu de personnes qui sont au courant dans l'entreprise, même au plus haut niveau. Vous avez un actionnaire, une direction générale, le patron des opérations, en tout cas le patron du commerce, on va l'appeler comme ça, puisque c'est lui qui est impacté la plupart du temps, en tout cas dans une entreprise comme la nôtre. Et donc vous vous retrouvez à faire des exercices de transfert de charge, comme l'a décrit Sophie, sans être complètement en fait sûr de ce que vous indiquez. Mais ça, il faut en faire une force, et on en a fait une force dans le sens où, quand on a présenté la première fois ce travail, ça nous a permis de dire, voilà le travail que nous avons fourni, maintenant on a besoin de vous en fait. On a besoin de vous management, on a besoin de vous organisation syndicale, on a même besoin de vous salariés, et c'est pour ça qu'on les a associés en fait au travers d'ateliers nombreux, et ça nous a permis d'ajuster et qu'ils fassent, ils s'approprient en fait ce livre 4. Et que ça devienne aussi après un outil de pilotage de la charge de travail une fois que pour les managers en fait. Donc il y a un enjeu d'appropriation et de transfert de méthode dès lors que l'information en consultation est ouverte pour transférer la méthodologie aux managers et qu'ils puissent en faire un outil d'évaluation et d'ajustement organisation cible atteinte. Merci. Catherine Plessis, toujours, nous demande si il est possible de définir l'organisation cible et une fois que tout le monde est informé, demander au personnel existant de postuler sur les nouveaux postes. Vas-y Jean-François, si tu veux répondre, Oui, je te crois. dans un contexte de PSE, qu'il soit contraint ou plan de départ volontaire, dans votre organisation cible, si vous créez des postes, vous avez un mécanisme en fait légal de reclassement interne qui vient s'ajouter finalement aux différents dispositifs qui existent dans le livre 1, et les salariés en interne peuvent tout à fait postuler en fait à ces postes-là et bénéficient d'ailleurs quelquefois d'aides prévues au livre 1 dans le cadre de ce reclassement interne. Et ça, c'est une des sensibilisations aussi qu'on fait le plus en amont possible, et notamment pour les transferts de charges. On parle bien de postes et on ne parle pas de personnes. Ce qui rend l'exercice aussi un peu abstrait parfois, mais c'est important de l'avoir en tête lorsqu'on bâtit aussi ces livres. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions, remarques peut-être, envie de nous partager quelque chose suite à tout ce qui s'est dit? Comment éviter que les employés aient l'impression d'être déplacés comme des meubles? Alors c'est une question en effet très importante et assez délicate dans le sens où vous avez les salariés eux-mêmes, mais vous avez aussi dans ce contexte de négociation les organisations syndicales dont les revendications finalement porte à penser que vous traitez les salariés en fait et que vous les déplacez comme des meubles. Et j'ai envie de vous répondre, c'est tout l'intérêt de mener des ateliers en fait de prévention au RPS, d'avoir des psychologues sur site et d'avoir le maillage le plus précis de ce point de vue-là pour pouvoir répondre en fait aux salariés. Maintenant, vous n'avez pas de recette miracle. Tout est question de climat social, de contexte, de négociation, de discussion, et d'être prêt en fait. Le plus important dans un PSE, c'est d'être prêt et d'être le plus en amont possible par rapport à tout ce qui va vous arriver, tout en ayant conscience que vous n'avez jamais tout prévu. Nicolas, tu veux ajouter quelque chose? Ouais. Tout à l'heure, Simon a parlé de la question de la préparation à l'annonce, par exemple.
et qui est un moment souvent très sous-estimé. Hein. On y va un peu la corde au cou en se disant bon, c'est pas le moment managérial que je préfère dans ma vie de manager ou de RH. Et en fait, donc c'est un exemple en fait illustratif de l'intention. Si on s'est préparé en se disant bah je vais y aller à mon endroit, c'est-à-dire avec ce que ça me fait, avec une forme de justesse, avec le fait de regarder les gens, avec le fait d'être dans une forme de prise en compte de l'impact de ce que je vais faire, sans chercher ni à éviter, ni à surjouer, ni à me débarrasser du truc. On a observé des annonces qui se passaient très mal parce que les gens avaient le sentiment d'être considérés comme des pions. Regardez ça, ils nous ont balancé ça comme ça, les conditions sont pourries, il n'y a pas de place, il fait chaud, ça a duré 2 minutes et puis ils sont partis. On n'avait jamais vu la directrice ou la direction, et puis ils viennent que pour nous dire ça, etc. Tout ça, ça va participer en fait d'une réception négative en disant bah on est mal considéré. Et là, effectivement, on peut être considéré comme un meuble. Donc ça va beaucoup travailler la question de voilà comment vous allez dire, comment vous allez tenir compte. Et comme le disait Jean-François, ça va pouvoir se décliner tout au long du processus. Tout ce que vous allez faire, vous allez pouvoir aussi, d'une certaine manière, méta-communiquer dessus, en disant bah, on fait tout ça parce qu'on essaye de faire au mieux pour faire attention à tout le monde. Et comme ça ne peut pas bien se passer au sens où c'est pas un moment managérial collectif très positif et très optimiste, eh ben on fait en sorte que ça se passe le moins mal possible et en soutenant et en accompagnant le plus possible les personnes et en acceptant, comme le disait Jean-François aussi, une forme d'imperfection, c'est-à-dire on fait ce qu'on peut dans un processus comme ça et les personnes sont assez sensibles à l'intention, c'est-à-dire on voit bien qu'ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Et moi, j'ai un client il y a longtemps qui, à la fin d'un PSE, ils ont dit, ils l'ont fait en conformité avec les valeurs de la boîte et franchement, ils ont fait ça bien. Et ça avait été une fermeture de 11 sites. Enfin bon, c'était un truc terrible. Et pour autant, les remarques des gens, c'était ils ont fait ça conformément aux valeurs de la boîte. Ils ont fait ça bien. Donc ça va travailler beaucoup, je trouve, à cet endroit-là. Ça peut être un peu des mots, l'intention, mais c'est extrêmement, extrêmement important. Sophie ? Oui. Ouais. Et également, pour appuyer tout ce que viennent de dire Nicolas et Jean-François, en fait, là, on a beaucoup parlé du livre 4 sous l'angle technique, si je puis dire, autour du plan de prévention, autour de l'analyse des transferts de charges. Mais en fait, la vocation et l'intention aussi du livre 4, c'est de venir analyser la faisabilité humaine, sociale et organisationnelle finalement d'un projet. Et plus ce livre 4 est robuste et plus on y met les moyens, plus cette intention aussi et ce travail dans la préparation à l'annonce permettra de projeter les gens dans quelque chose de pas spécialement souhaitable, mais au moins de travailler et de cohérent. Donc, je pense que ce travail-là, il permet ça aussi lorsqu'il est fait avec les moyens suffisants. Merci à tous là, merci dans les échanges. Merci. Merci. On vous enverra l'enregistrement du webinaire et comme je l'ai dit, les slides aussi pour illustrer tout ce qui s'est dit. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en discuter davantage ou on réfléchisse encore ensemble. Il nous faudrait plus de formations comme celle-ci. Merci Claire. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.